Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à vous sur le plateau du 17-20 nouvelle génération, le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah. Très heureux de vous accueillir, nous sommes le dimanche 4 août 2024, en pleine période des Jeux Olympiques. Bien évidemment, nous sommes toujours là avec vous en notre compagnie. Quel est le programme de ce 10e numéro? Oui, ça fait déjà 10 numéros que nous sommes heureux de partager sur la chaîne AdoKids TV qui est disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et prochainement à la télévision. Voici le programme qui s'affiche pour ce dimanche 4 août 2024. Dans un instant, avec le 17h30 scientifique, nous avons rendez-vous pour une nouvelle session avec Archimède de Syracuse, la suite et la fin. À 18h, votre rendez-vous chimique qui vous propose de réaliser, malgré les conditions estivales, de la pluie nuageuse. Vous allez découvrir ça dans un instant. À 18h30, votre rendez-vous Cockshake qui vous propose les meilleurs cocktails milkshake de la saison. Pour une nouvelle session, voici un nouveau cocktail. Il s'agit du Rainbow Cocktail. À 19h, votre rendez-vous d'information scientifique, bien évidemment, à ne surtout pas manquer. Et enfin, à 19h30, votre rendez-vous culinaire, comme d'habitude, qui vous propose une nouvelle recette de cuisine. Ce soir, nous allons réaliser une recette de omelette au lardon. Vous allez voir, c'est super intéressant. Mais pour commencer notre aventure dans un instant, nous allons commencer avec notre 17h théma qui vous propose sa 4e et dernière séance avant une bonne pause sur le thème, après avoir parlé bien évidemment de la chimie, des molécules et des atomes, mais aussi d'avoir parlé d'autres sujets. Nous allons parler cette fois-ci de l'astronomie pour un dernier numéro avant une petite pause. Nous allons parler à nouveau de notre système solaire et notamment de Oméa, puisqu'on n'avait pas fini justement sur Oméa. Vous connaissez notre programme par cœur avec les différentes thématiques de ce soir, 6 numéros différents, 6 épisodes différents, ce qui représente nos 3 heures de diffusion, puisque nos 6 programmes vont faire 30 minutes chacun. Donc 3 heures ensemble à passer 180 minutes. Mais avant de vous élancer et que nous nous élancions tous ensemble dans notre grande aventure, voici le dicton du jour qui s'affiche en bas de votre écran. La mer est dangereuse et ses tempêtes terribles, mais ces obstacles n'ont jamais été une raison suffisante pour rester à terre. Et c'est signé Ferdinand de Magellan, notre célèbre navigateur, que nous allons en parler prochainement dans le 22h30 aventurier. Et bien justement, en parlant d'aventurier et en parlant d'obstacles, nous, on ne va pas rester totalement sur Terre, puisque nous allons partir dans un instant dans l'espace, et c'est une raison suffisante pour éviter de rester à terre et de pouvoir naviguer. D'ailleurs, même si la mer est dangereuse, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances estivales en notre compagnie. Et bonne nouvelle pour tous celles et ceux qui peuvent naviguer en mer Méditerranée ou bien dans l'océan Atlantique. Je vous souhaite de passer en tout cas des bonnes vacances au bord de la mer. Et pour toutes celles et ceux qui sont seuls et qui profitent de notre programme, eh bien profitez-en pour prendre un petit peu de graines scientifiques dans notre grand rendez-vous scientifique du soir. Voilà, et bien c'est parti, j'ai déjà ma tenue vestimentaire, la fameuse blouse, il ne manque plus que les lunettes de protection. Et n'oubliez surtout pas également tout à l'heure votre toque et votre tablier, accompagné du meilleur des 2 outils les plus indispensables, la célèbre une feuille et un stylo. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Vous êtes bien sur AdoKids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous allez regarder le 17-20 nouvelle génération pour de nouvelles aventures. Nous sommes ensemble pendant 3 heures de 17h jusqu'à 20h et vous êtes les bienvenus. Et vous êtes aussi la bienvenue dans le monde de Jerry. C'est parti, en route.
Dr Théma pour une nouvelle session thématique théorique de la science. Vous savez à chaque fois qu'il vous faut une feuille et un stylo, c'est le matériel nécessaire, et même dans Au cœur de Jerry, il y a toujours besoin de ça. Et vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 17h30 grand max. Et oui, 17h tapante, et ça tombe bien, vous êtes au rendez-vous pour suivre notre rendez-vous thématique qui est notre première séance ensemble. Madame, monsieur, bonsoir et bonne fin d'après-midi en notre compagnie, bon début de soirée. Bon appétit si vous êtes en train de prendre votre goûter devant notre célèbre programme. Soyez les bienvenus dans le 17h Théma, votre premier rendez-vous thématique scientifique sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Dans quelques instants, nous allons poursuivre notre aventure. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avions parlé du célèbre Oméa. Oui, je vous rappelle la notification de Oméa qui porte donc le numéro 136-108. Donc Oméa. Et on avait dit que c'était une planète naine transneptunienne. Nous avions parlé de son historique, nous avions également parlé du début de ses caractéristiques physiques avec la rotation et la masse et ses dimensions. Et bien cette fois-ci, nous allons poursuivre avec les caractéristiques physiques en s'intéressant à la composition. La rotation et l'amplitude de la courbe de lumière de Oméa imposent de fortes contraintes quant à sa composition. Si Oméa était en équilibre hydrostatique, tout en ayant une faible densité comme Pluton, avec un épais manteau de glace sur un petit noyau rocheux, sa rotation rapide l'aurait allongé dans une plus grande mesure que ne le permettent les fluctuations de sa luminosité. De telles considérations limitent donc sa densité dans l'intervalle 2,6 à 3,3 grammes par centimètre cube. Par comparaison, la densité d'un corps rocheux comme la Lune est de 3,3 grammes par centimètre cube, tandis que Pluton, typique des objets glacés de la ceinture de Kuiper, a une densité de 1,86 grammes par centimètre cube. La haute densité de Oméa couvre les masses volumiques de minéraux silicatés tels que l'olivine et le pyroxène, qui constituent de nombreux objets rocheux du système solaire. Cela suggère que la majeure partie de Oméa est rocheuse, couverte d'une couche de glace relativement mince. Un manteau de glace épais, plus typique des objets de la ceinture de Kuiper, aurait potentiellement été détruit lors de l'impact qui a formé sa famille collisionnelle. Cette composition particulière amène Mike Brown à comparer l'objet à une dragée de M&M's. Drôle de comparaison. Le noyau est entouré d'un manteau glacé dont l'épaisseur varie d'environ 70 km au pôle à 170 km le long de son axe le plus long, comprenant jusqu'à 17% de la masse de Oméa. La densité moyenne de Oméa est alors estimée à 2,018 g par centimètre cube avec un albédo de 0,66. Une étude de 2019 tente de résoudre les mesures contradictoires de la forme et de la densité de Oméa grâce à une modélisation numérique de Oméa en tant que corps différencié. Selon celle-ci, les dimensions de 2,100 fois 1,680 fois 1,074 km, modélisation de l'axe long à des intervalles de 25 km, correspondent le mieux à la forme observée de Oméa lors de l'occultation de 2017, tout en étant également cohérente avec les formes ellipsoïdes de la surface et du noyau à un équilibre hydrostatique. Cette solution révisée pour la forme de Oméa implique qu'elle possède un noyau d'environ 1626 fois 1446 fois 940 km avec une densité relativement élevée de 2,60 g par centimètre cube, indiquant une composition majoritairement de silicates hydratés tels que la kaolinite. Par ailleurs, la composition d'une hypothétique atmosphère de Oméa est inconnue et les astronomes supposent qu'elle ne possède pas de magnétosphère. Nous allons parler de sa surface. En 2005, les télescopes Gemini et Keck
on obtienne des spectres électromagnétiques de Oméa montrant de fortes caractéristiques de glace d'eau cristalline similaire à la surface de Charon, la lune de Pluton. Ceci est remarquable car la glace cristalline se forme normalement à des températures supérieures à 110 degrés Kelvin, alors que la température de surface de Oméa est inférieure à 50 degrés Kelvin, une température à laquelle de la glace amorphe devrait se former. De plus, la structure de la glace cristalline est instable sous la pluie constante de rayons cosmiques et de particules énergétiques du Soleil qui frappent les objets transneptuniens. Le délai pour que la glace cristalline redevienne de la glace amorphe sous ce bombardement est de l'ordre de 10 millions d'années, tandis que Oméa est dans cette zone de température du système solaire depuis des milliards d'années. Les dommages causés par les radiations assombrissent et rougissent également la surface des objets transneptuniens où les matériaux de surface communs sont des glaces organiques et des tholins. Par conséquent, le spectre et l'indice de couleur suggèrent que Oméa et les membres de sa famille de collision ont subi un resurfaçage récent qui a fait remonter de la glace fraîche. Cependant, aucun mécanisme de resurfaçage plausible n'est suggéré. D'autres mécanismes de réchauffement permettant la présence de cette glace sont proposés comme un réchauffement par effet de marée grâce aux orbites de ces lunes ou à la désintégration d'isotopes radioactifs. Oméa est aussi brillant que la neige, avec un albédo compris entre 0,6 et 0,8, ce qui correspond à la glace cristalline. D'autres grands objets tels qu'Eris semblent avoir des albédos au moins aussi élevés. La modélisation la mieux adaptée selon les spectres réalisés suggère que 66% à 80% de la surface de Oméa semble être de la glace d'eau cristalline pure, avec possiblement du cyanure d'hydrogène ou des argiles phyllosilicates, contribuant à l'albédo élevé. Des sels de cyanure inorganiques, tels que le cyanure de cuivre et de potassium, peuvent également être présents. Cependant, d'autres études des spectres visibles et proches infrarouges suggèrent plutôt une surface homogène recouverte d'un mélange à l'échelle 1/1 de glace amorphe et cristalline, avec pas plus de 8% de matière organique. L'absence d'hydrate d'ammoniac exclut le cryovolcanisme et les observations confirment que l'événement de collision doit avoir eu lieu il y a plus de 100 millions d'années, en accord avec les études dynamiques. L'absence de méthane mesurable dans les spectres de Oméa est cohérente avec un impact qui aurait éliminé ces substances volatiles, contrairement à Makemake, que nous en parlerons une prochaine fois d'ailleurs. En plus des grandes fluctuations de la courbe de lumière de Oméa dues à sa forme, qui affecte toutes les couleurs de manière égale, de plus petites variations de couleurs indépendantes, observées dans les longueurs d'onde visibles et dans le proche infrarouge, montrent une région de la surface qui diffère à la fois en couleur et en albédo. Plus précisément, une grande zone rouge foncée sur la surface blanc brillant de Oméa est observée en septembre 2009. Il s'agit probablement d'une caractéristique d'impact indiquant une zone riche en minéraux et en composés organiques, ou peut-être une proportion plus élevée de glace cristalline. Nous allons parler des caractéristiques orbitales, donc de l'orbite. Oméa réalise une révolution autour du Soleil avec une période orbitale de 284 années terrestres et avec une orbite typique des grands Cubewanos, sa classification lors de sa découverte. Assez excentrique, son périhélie est proche de 35 UA et son aphélie atteint 51 UA. Elle passe pour la dernière à l'aphélie au début de 1992 et se trouve dans les années 2020 au plus de 50 AU du Soleil avec une périhélie prévue en 2133. Malheureusement, nous ne pourrons pas voir, nous en tout cas, moi-même, ceci. L'orbite de Oméa possède une excentricité légèrement supérieure à celle des autres membres de sa famille collisionnelle. Cela serait dû à la faible résonance orbitale à l'échelle 7-12 de Oméa, avec Neptune modifiant progressivement son orbite initiale au cours d'1 milliard d'années par le biais du mécanisme de Kozai, un échange entre l'inclinaison d'une orbite et une augmentation de son excentricité.
son inclinaison orbitale reste significative à plus de 28 degrés de l'écliptique. Maintenant, nous allons parler de la résonance intermittente avec Neptune. Oméa est dans une faible résonance orbitale intermittente. On l'a dit, 7,2.12 avec Neptune. Toutes les 12 orbites de Neptune autour du Soleil, Oméa en fait 7. Son nœud ascendant réalise une précession avec une période d'environ 4,6 millions d'années. La résonance est interrompue 2 fois par cycle de précession ou tous les 2,3 millions d'années pour ne revenir que 100 000 ans plus tard. Ainsi, la dénomination de cette résonance particulière diffère parmi les astronomes, mais elle ne peut pas être considérée comme stable. Par exemple, Marc-William Buy ne qualifie pas Oméa comme en résonance. Au niveau de la visibilité, avec une magnitude apparente de 17,3 en 2021, Oméa est le 3e objet le plus brillant de la ceinture de Kuiper après Pluton et Makemake. Elle est facilement observable avec un grand télescope amateur. Malgré sa relative visibilité, sa découverte a été tardive, car les premières enquêtes d'objets distants se sont d'abord concentrées sur les régions proches de l'écliptique, une conséquence du fait que les planètes et la plupart des petits corps du système solaire partagent un plan orbital commun à cause de la formation du système solaire, dans le disque protoplanétaire. Par ailleurs, étant proche de l'aphélie au moment de sa découverte, elle avait donc une vitesse orbitale moindre permettant plus difficilement de la distinguer d'une étoile. Nous allons terminer notre aventure en parlant du cortège et ensuite de la famille collisionnelle avant de s'intéresser à l'exploration. Au niveau du cortège et notamment les satellites, Oméa possède au moins 2 satellites naturels, Iyaka et Namaka. Darin Ragozin et Michael Eborn les découvrent tous deux en 2005 grâce aux observations de l'observatoire W.M. Keck. Leur spectre ainsi que leurs raies d'absorption similaires à ceux de Oméa conduisent à conclure qu'un scénario de capture est improbable pour la formation du système et que les lunes se sont probablement formées depuis des fragments provenant de Oméa elle-même à la suite d'un impact. Un autre mécanisme de formation proposé, la fission rotationnelle, suggère plutôt que Oméa se serait scindé du fait d'une rotation trop rapide pour former les satellites. Iyaka, officiellement Oméa Iyaka, provisoirement S/2005, c'est-à-dire le numéro 136-108, 1, est d'abord surnommé Rudolf, en anglais Rudolf d'après un des reines du Père Noël, par l'équipe de Caltech, est découverte le 26 janvier 2005. C'est la lune la plus extérieure et la plus lumineuse des deux. Elle fait environ 310 km de diamètre et orbite autour de Oméa de façon presque circulaire tous les 49 jours, avec un demi-grand axe d'environ 49 500 km. Seule la masse totale du système est connue, mais en supposant que le satellite possède la même densité et le même albédo que Oméa, sa masse atteindrait 1% de cette dernière. De fortes caractéristiques d'absorption de à 1,5 et 2 micromètres dans le spectre infrarouge indiquent qu'une glace d'eau cristalline presque pure recouvre une grande partie de la surface, ce qui est rare pour un objet de la ceinture de Kuiper. Namaka, officiellement Oméa 2 Namaka, provisoirement S/2005, portant le numéro 136-108-2, est d'abord surnommé Éclair, en anglais Blitzen, d'après un autre reine du Père Noël qui est découvert le 30 juin 2005. Elle fait 1/10 de la masse de Iyaka et 170 km de diamètre. Elle orbite Oméa en 18 jours sur une orbite hautement elliptique inclinée de 13 degrés par rapport à l'autre lune, causant une perturbation de son orbite. L'excentricité relativement importante ainsi que l'inclinaison mutuelle des orbites des satellites sont inattendues car elles auraient dû être amorties par l'accélération par effet de marée, un passage relativement récent par une résonance 3.2.1 avec Iyaka pourrait expliquer les orbites actuelles des lunes de Oméa.
En 2009 et 2010, les orbites des lunes apparaissent presque exactement alignées par rapport à la Terre. Namaka occulte périodiquement Oméa. L'observation de tels transits fournit des informations précises sur la taille et la forme de Oméa et de ses lunes, comme cela est le cas pour le système plutonien. Nous allons parler de son anneau. Le 21 janvier 2017, Oméa occulte l'étoile URAT1 533-182-543. Les observations de cet événement par une équipe internationale menée par José Luis Ortiz Moreno de l'Instituto de Astrofísica de Andalucía, dans un article publié dans Nature, permettent de déduire la présence d'un anneau planétaire fin et sombre autour de la planète naine. Il s'agissait de la première et unique détection d'un anneau autour d'une planète naine et de façon plus générale autour d'un objet transneptunien jusqu'à la découverte en février 2023 d'un anneau autour de Quaoar. L'anneau mesure près de 70 km de large, a un albédo géométrique de 0,5 et est situé à 2287 km du centre de Oméa, soit à un peu plus de 1000 km de sa surface. Il se rapproche donc plus des anneaux de 10 199, c'est-à-dire les anneaux de Chariklo, ou des potentiels anneaux de Chiron 2060, que des anneaux des planètes géantes qui sont proportionnellement moins éloignés du corps central. L'anneau contribuerait pour 5% à la luminosité totale de la planète naine. Dans l'étude de 2017, le plan de l'anneau est indiqué comme coplanaire au plan équatorial de Oméa et coïncidant avec le plan orbital de sa plus grande lune extérieure, IAK. L'année suivante, d'autres simulations réalisées grâce à l'occultation arrivent au résultat que l'anneau est incliné de 3,2 plus ou moins 1,4 degrés par rapport au plan équatorial de la planète naine. L'anneau est proche de la résonance spin-orbite 3.2.1 avec la rotation de Oméa qui correspond à un rayon de 2285 plus ou moins 8 km du centre de Oméa. Ainsi, Oméa fait 3 tours sur elle-même lorsque l'anneau réalise une révolution. Dans une étude sur la dynamique des particules de l'anneau publiée en 2019, Autumn Cabo-Winter et ses collègues démontrent que la résonance 3.2.1 avec la rotation de Oméa est dynamiquement instable, mais qu'il existe une région stable dans l'espace des phases cohérente avec l'emplacement actuel de l'anneau. Cela indique que les particules de l'anneau proviennent des orbites circulaires périodiques proches de la résonance, mais pas exactement égale à celle-ci. Par ailleurs, après simulation, l'existence d'anneaux autour d'objets non axisymétriques comme Oméa n'est permise que si leur rayon de résonance 1.2.2 est inférieur à leur limite de Roche, ce qui explique donc qu'elle soit le seul objet transneptunien doté d'un tel système grâce à sa rotation rapide. Nous allons parler des familles collisionnelles de la famille d'Oméa. C'est le plus grand membre de sa famille collisionnelle, la famille de Oméa. Il s'agit d'un groupe d'objets astronomiques avec des caractéristiques physiques et orbitales similaires qui se seraient formés lorsqu'un plus grand corps correspondant à une proto-Oméa aurait été brisé par un impact. Cette famille est la première à être identifiée parmi les objets transneptuniens et comprend, en plus de Oméa et de ses lunes, notamment 55636, 2002 TX 300, environ égal à 332 km. Donc il y a plusieurs chiffres. 120 178 2003 OP32, environ égal à 276 km. 145 453, c'est-à-dire 2005 RR43, d'environ 252 km. 386 723, ou plutôt 2009 YE7, à environ 252 km. 24 835 ou 1995 SM55 à environ 191 km. 308 193, c'est-à-dire 2005 CB79, environ 182 km, ou encore même 19 308, c'est-à-dire 1996 TO 66 à environ égal à 174 km.
Ne me demandez pas ces chiffres, on fera une petite explication un peu plus tard. Il s'agit de la seule famille collisionnelle connue parmi les objets transneptuniens. Michael Brown et ses collègues émettent l'hypothèse que la famille est un produit direct de l'impact qui a enlevé le manteau de glace de Haumea, mais d'autres astronomes suggèrent une origine différente. Le matériau éjecté lors de la collision initiale aurait plutôt fusionné en une grande lune de Haumea qui s'est ensuite brisée lors d'une deuxième collision en dispersant ses éclats vers l'extérieur. Ce deuxième scénario semble produire une dispersion des vitesses pour les fragments correspondant plus étroitement à la dispersion de vitesse musicale. La présence de la famille collisionnelle pourrait impliquer que Haumea et sa progéniture proviendraient du disque des objets épars. En effet, dans la ceinture de Kuiper, aujourd'hui peu peuplée, la probabilité qu'une telle collision se produise au cours d'une durée égale à l'âge du système solaire est inférieure à 0,1%. La famille n'aurait pas pu se former dans la ceinture primordiale, plus dense que Kuiper, car un groupe aussi soudé aurait été perturbé par la migration planétaire de Neptune dans la ceinture. La cause supposée de la faible densité actuelle, par conséquent, il semble probable que la région du disque épars dynamique, dans laquelle la probabilité d'une telle collision est beaucoup plus élevée, soit le lieu d'origine de l'objet qui a généré Haumea et sa famille. Finalement, parce qu'il aurait fallu au moins 1 milliard d'années pour que le groupe se diffuse aussi loin qu'il l'a fait, la collision qui a créé la famille Haumea s'est produite tôt dans l'histoire du système solaire. Et enfin, pour terminer l'exploration, Haumea n'a jamais été survolée par une sonde spatiale, mais dans les années 2010, à la suite du succès du survol de Pluton par New Horizons, plusieurs études sont menées pour évaluer la faisabilité d'autres missions de suivi pour explorer la ceinture de Kuiper, voire plus loin. Joël Poncy et ses collègues estiment qu'une mission de survol de Haumea pourrait prendre 14,25 ans, donc 14 ans un quart, en utilisant une assistance gravitationnelle de Jupiter sur la base d'une date de lancement en septembre 2025. Alors, on verra plus tard, l'année prochaine, si ce sera le cas. Haumea serait à 48,18 UA du Soleil à l'arrivée de la sonde. Un temps de vol de 16,45 ans pourrait également être atteint avec des dates de lancement en novembre 2026, en septembre 2037 et en octobre 2038. Et bien pour l'instant, on n'est pas encore rendu. Des travaux préliminaires d'élaboration de sondes destinées à l'étude du système Haumea existent. La masse de la sonde, la source d'alimentation énergétique et les systèmes de propulsion étant des domaines technologiques clés pour ce type de mission. Et ben voilà, vous en savez plus sur notre système solaire. Bien sûr, nous n'avons pas eu le temps de parler de tous les différents endroits et vraiment favoris de notre système solaire, mais en tout cas la prochaine fois que nous en parlerons, ce sera dans un petit moment. On va essayer de tourner un petit peu sur les différentes thématiques. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que même si notre programme est fini, notre prochaine session, donc à partir de demain, le 11e numéro vous proposera à partir donc de demain et pendant un petit moment, cette fois-ci de nous intéresser sur un autre domaine après l'astronomie et la chimie. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à un domaine particulier. Il s'agit de la matière la plus connue par les enfants et également par les jeunes. Il s'agit des mathématiques. Oui, c'est scientifique et justement nous en parlerons dès demain avec bien évidemment le grand thème des mathématiques et ensuite nous déballerons nos différentes thématiques avec notamment l'algèbre, l'arithmétique et vous allez voir, on va essayer d'en discuter. D'ailleurs, demain, excellente nouvelle, c'est que nous ne serons pas ici sur ce plateau, mais par contre nous allons nous téléporter demain pour la grande aventure. Oui, vous allez découvrir un autre plateau. Souvenez-vous, on y était déjà allé pendant un petit moment, il y a très très longtemps. D'ailleurs, vos épisodes de nouvelles aventures vont arriver à partir de 2026. Accrochez-vous bien. Oui, on ne va pas attendre non plus les résultats scientifiques pour savoir s'il va y avoir un lancement pour Haumea.
Voilà, eh bien écoutez, c'est sur cette sur ce magnifique voyage dans le système solaire à la découverte de Oméa que se termine ce 4e numéro astronomique et bien évidemment ce 10e numéro thématique scientifique. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce 17h n'oubliez pas vos différents rendez-vous avec notamment votre rendez-vous chimique à 18h et notamment la pluie nuageuse ou encore même à 18h30 avec notre rendez-vous cockshake et le magnifique Rainbow Cocktail ou encore l'information scientifique à 19h et même la cuisine à 19h30 avec votre atelier culinaire consacré à l'omelette au lardon. Dans un instant, vous allez retrouver le 17h30 scientifique consacré à notre ami Archimède de Syracuse, que l'on simplifie par Archimède. Toutes nos vidéos du 17-20, bien évidemment, ainsi que celles-ci, sont à retrouver sur notre très célèbre plateforme YouTube, bien évidemment grâce à AdoKids TV que vous tapez dans la barre d'onglet et que vous pouvez commenter, liker, partager et bien sûr, abonnez-vous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur AdoKids TV. Bonne fin de soirée. Bon début de soirée même. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et si vous voulez en savoir plus sur la thématique de demain, les mathématiques, eh bien restez avec nous. Il faudra attendre demain, même lieu, même heure. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine ce 17h Théma. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Nous retrouverons pour de nouvelles aventures dès demain. Et tout de suite, il va y avoir votre rendez-vous scientifique le 17h30 avec l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre ère. Vous avez vu les réseaux sociaux, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV ensoleillée. Merci, salut.